Bonjour et bienvenue dans cette session de questions-réponses qui est dédiée au projet de mobilité accrédité sur le secteur de l'enseignement scolaire. Cette étape fait suite au webinaire Prêt pour Erasmus qui est disponible également sur la chaîne YouTube du site de l'agence. Vous avez été très nombreux à nous solliciter via le formulaire ou par mail. Nous vous remercions pour vos questions très pertinentes. Cette session a pour but d'apporter un maximum de réponses et nous espérons que les éclairages de ce jour vous aideront à compléter au mieux votre candidature. Nous vous apporterons progressivement des réponses dès que nous les aurons dans la foire aux questions disponible sur mon projet Erasmus+, dans la rubrique « Pour vous aider ». Sachez que certaines informations, comme par exemple celles portant sur les justificatifs à présenter, les contrats ou les rapports à soumettre, ne nous ont pas encore été communiquées. Les informations que nous vous apportons aujourd'hui sont donc susceptibles d'évoluer. Nous serons 2 chargés de promotion pour assurer cette session à 2 voix, moi-même, Noémie Barat, et ma collègue Agnès de Simone. Voici maintenant le sommaire de cette session. Après des rappels d'informations générales pour bien s'approprier les projets accrédités, nous apporterons des précisions sur les activités possibles pour les élèves, pour les personnels et sur les autres activités envisageables dans ce nouveau programme 2021-2027. Enfin, nous ferons un focus sur les financements spécifiques avant de nous quitter sur des questions diverses. Tout d'abord, je laisse la parole à Agnès pour la présentation des informations générales. Merci Noémie. Donc, nous allons vous présenter ici de nombreux documents que vous pouvez trouver sur le site Mon projet Erasmus+, sur lequel nous allons aller tout de suite. Alors, un petit instant. C'est donc plus facile de vous montrer directement où se trouvent les documents. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, vous le voyez, je suis allée ici sur le site Mon projet Erasmus+. Vous devez aller dans la rubrique « La mobilité ». Ensuite, quand vous arrivez sur cette page, vous descendez un petit peu dans les opportunités par secteur éducatif et vous allez ici dans l'accréditation Erasmus+, sur les projets accrédités mobilité de l'enseignement scolaire. Donc, ce que l'on voulait vous montrer, c'est que vous avez ici à droite le guide du programme en français qui est disponible, également l'appel à proposition et la publication OBOEN qui reprend tous les publics éligibles et un grand nombre de précisions qui est sorti depuis le 22 avril. Ensuite, quand vous descendez cette page, vous avez différentes étapes. Vous voyez ici l'étape 1, préparation de la demande de financement et l'étape 2, dépôt de la demande de financement. Et lorsque vous descendez ici, sachez que vous avez le guide d'aide à la complétion du formulaire qui peut vous aider pour compléter ici votre candidature. Donc, nous revenons maintenant à notre présentation. Donc, nous y sommes. Alors, une question qui est revenue de nombreuses fois, c'est est-ce qu'il est bien normal de ne pas renseigner les destinations et ou les partenaires d'accueil dans cette candidature? Donc, oui, en fait, vraiment, voilà, ces interrogations, on les comprend bien, mais sachez que la logique de demande de financement et d'attribution budgétaire est différente de ce que vous avez pu connaître sur l'ancien programme. Donc, à partir des éléments que vous allez déclarer dans le formulaire et de critères d'allocation budgétaire qui sont fixés par l'agence Erasmus et qui seront publiés très prochainement, une subvention vous sera allouée. Vous n'avez à fournir aucun justificatif ou devis relatif aux destinations de vos mobilités, comme certains ont pu nous le demander. Une fois les mobilités réalisées, vous devrez, comme auparavant, les déclarer dans l'outil de suivi qui sera du type Mobility Tool et les forfaits correspondants, que ce soit pour les frais de voyage, le soutien organisationnel, etc., seront alors appliqués automatiquement. Donc, je reprends ce petit schéma que l'on vous avait présenté lors du webinaire. Donc, en attendant la mise en ligne de la note qui ne va pas tarder, on l'attend vraiment dans les prochains jours, on peut déjà vous indiquer, comme nous l'avions fait, que le montant de la subvention accordée
va dépendre d'un certain nombre d'informations. Donc, bien sûr, du budget total disponible. Sur le secteur scolaire, il est de 27 millions d'euros sur cette action. Ça va dépendre, bien entendu, des activités que vous demandez, du nombre de participants, de la durée des activités. Cela dépendra aussi de la subvention et du montant minimal et maximal qui peut être accordé au candidat et qui sera fixé par l'agence et présenté dans la note. Et également, il y aura d'autres critères d'attribution spécifiques qui seront donc publiés très prochainement dans cette note. Vous les aurez très vite. Alors, nous avons ensuite une question. Des enseignants de matière générale en lycée professionnel veulent monter un projet avec les élèves et organiser des mobilités de groupes d'élèves. Peuvent-ils s'associer à notre projet de mobilité accrédité sur le secteur scolaire? Alors non, ce n'est pas possible car on parle ici de deux secteurs différents. L'activité mobilité de groupe d'élèves n'existe pas effectivement dans le secteur de l'enseignement et formation professionnelle, dont relèvent les lycées pro. Il n'est donc pas permis d'intégrer ces apprenants et accompagnateurs dans une candidature de projet accrédité sur le secteur scolaire. Peu importe la matière enseignée par les PLP, les professeurs de lycée professionnel exerçant en lycée professionnel, ils demeurent des enseignants dépendants de l'EFP. Nous avons eu dans cette même ordre d'idées une question concernant les BTS. Nous avons un lycée polyvalent qui nous a demandé s'il pouvait faire bénéficier des élèves de BTS sur leur accréditation obtenue sur le secteur scolaire. Attention, les BTS relèvent de l'enseignement supérieur. Ce n'est donc pas possible. Il faut la charte ETCHE de l'enseignement supérieur, qui est l'équivalent de l'accréditation du secteur scolaire pour l'enseignement supérieur. Nous avons eu également d'autres questions. Est-ce que tous les établissements du consortium doivent avoir un code OID au moment de la candidature? La réponse est oui. Vous devez impérativement inscrire tous les membres de votre consortium dans la demande de candidature pour qu'ils puissent bénéficier des mobilités. Pour cela, ils doivent avoir un code OID valide et un document pour rappel détaillant la procédure de création du code OID est disponible sur le site Mon projet Erasmus+. Il existe effectivement une certaine souplesse par rapport à la question numéro 2. Si un membre du consortium n'utilise pas les mobilités prévues, est-il possible de transférer les fonds pour un autre membre du consortium sans avenant? Oui, on parlait de souplesse. Si un établissement scolaire ne réalise pas l'intégralité des mobilités qu'il pensait faire, il est possible, comme sur le programme 2014-2020, de transférer ces mobilités à d'autres membres du consortium. Donc oui. Alors, on poursuit sur les consortiums toujours. Sur cette question, un établissement dont consortium participe à plusieurs projets simultanément, existe-t-il une limite sur le nombre de financements qu'une même structure peut recevoir la même année? Donc, cette question concerne les règles de financement du programme. Sachez qu'il est possible pour tout organisme de bénéficier au maximum de 2 sources de financement Erasmus+ pour la mobilité. Donc, si un organisme est accrédité, il peut participer en tant que membre à un autre consortium. Par exemple, une école peut être accréditée pour faire partir ses élèves et ou ses personnels, tout en étant membre du consortium académique pour la mobilité des personnels. Si un organisme n'est pas accrédité, il peut soit être membre de 2 consortiums A et B, comme vous le voyez ici, ou alors être financé dans le cadre d'un projet de mobilité de courte durée et être également membre d'un consortium en même temps. Donc, une autre question, dans un consortium, qui est le responsable légal des personnels et des apprenants qui partent en mobilité? Alors, il convient d'abord de rappeler que l'établissement, qui est coordinateur, donc tête de consortium, est en relation directe avec l'agence Erasmus+. Il rend des comptes pour tout ce qui est des aspects administratifs, donc la rédaction des différents rapports, la remontée des données administratives, et également sur les aspects financiers. C'est bien lui qui reçoit l'intégralité de la subvention et qui la distribue ensuite à ses partenaires. Donc, ce travail se fait bien entendu en collaboration très étroite avec les établissements membres du consortium. Mais les apprenants et les personnels des établissements qui sont membres de ce consortium dépendent juridiquement de leur propre établissement. Donc, c'est bien l'établissement d'envoi qui est responsable de ses propres apprenants et personnels et non pas l'établissement tête de consortium. Au niveau du plan Erasmus maintenant, nous avons une question. Est-il possible, dès la première demande de financement, de faire évoluer son plan Erasmus? Alors,
l'évolution est possible, mais doit correspondre aux objectifs du plan Erasmus. Néanmoins, ces ajustements doivent rester cohérents avec vos objectifs et votre stratégie d'ouverture qui a été déployée dans votre candidature. De ce fait, ajouter un public non prévu, par exemple, au départ, ne sera pas possible, car cela constitue un changement notable qui devra passer par une demande formelle de mise à jour auprès de votre chargé de projet à l'agence. Nous allons passer maintenant aux activités pour les élèves. Alors, petit rappel, nous avons reçu beaucoup de questions sur les activités qu'il est possible de financer pour les élèves. Pour rappel, donc, il existe 3 activités pour les élèves de l'enseignement scolaire. Tout d'abord, des mobilités de groupe d'élèves de 2 à 30 jours, hors voyage, des mobilités de courte durée à des fins d'apprentissage d'une durée de 10 à 29 jours, avec la possibilité de réduire la durée minimale à 2 jours pour les participants ayant moins d'opportunités, nous le reverrons par la suite, des mobilités de longue durée à des fins d'apprentissage d'une durée de 30 à 365 jours. Pour rappel, ces activités sont réalisables dans l'un des 33 pays participant au programme Erasmus+. Alors, on poursuit ensuite sur la mobilité de groupe. Donc, une question, est-ce que la mobilité de groupe d'élèves doit se passer obligatoirement dans un établissement scolaire? Donc, la réponse est oui, mais il existe des exceptions. En effet, le guide indique que la mobilité de groupe d'élèves doit se dérouler dans un établissement scolaire d'accueil, sauf si un autre lieu s'y prête davantage en raison du contenu et de la qualité de l'activité concernée. Dans ce cas, les activités peuvent exceptionnellement se dérouler dans un autre lieu, dans le pays où se trouve l'établissement scolaire d'accueil ou au siège d'une institution de l'Union européenne. Quel que soit le lieu, l'activité doit inclure des élèves provenant d'au moins 2 pays participants au programme. Et vous trouverez des détails, c'est très bien expliqué dans le guide en page 104, le guide en français. Ensuite, une autre question, y a-t-il des financements pour accueillir des apprenants? Donc, la réponse est non. Ce sera à la structure d'envoi d'obtenir des financements pour ses propres élèves, donc soit dans le cadre d'une accréditation qu'elle a pu déposer et obtenir, soit en déposant un projet de mobilité de courte durée auprès de son agence. Une question ensuite sur la différence entre les 2 types d'activités, donc celle que l'on appelle la mobilité de groupe d'élèves et celle que l'on appelle la mobilité courte ou longue d'élèves. Donc, sachez que la mobilité de groupe d'élèves s'adresse donc à un groupe, minimum 2 élèves, pour aller rencontrer d'autres élèves en Europe. C'est son objectif. Donc, il peut s'agir d'un groupe classe, mais pas obligatoirement. Et l'objectif est bien la rencontre entre élèves en milieu scolaire. Pour ce qui est de la mobilité courte ou longue d'élèves, c'est une mobilité individuelle. Donc, on envoie un élève faire une partie de sa scolarité ou un stage en Europe et pas forcément dans un établissement scolaire. Chaque participant doit avoir un programme de formation individuel, mais il est aussi possible que plusieurs élèves partent en même temps ou au même endroit. Et la question suivante, donc la mobilité d'élèves courte ou longue peut-elle être un stage en entreprise? Donc la réponse est oui. Sur le secteur scolaire, c'est bien une activité qui est maintenant ouverte aux élèves. Ils peuvent partir se former ou faire un stage dans toute autre structure, dans une structure pertinente. Donc, on peut penser par exemple à une entreprise ou à une association. Ensuite, concernant la saisie des mobilités, vous êtes nombreux à vous interroger sur la possibilité ou non de saisir plusieurs flux, c'est-à-dire plusieurs groupes, pour la mobilité de groupes d'élèves. La réponse est non, ce n'est pas possible. Comme pour chacune des activités à renseigner, il y a une seule ligne pour l'activité mobilité de groupe d'élèves, dans laquelle vous renseignerez le total des mobilités prévues. Pour celles et ceux qui s'interrogent sur les conséquences que cela aura sur le calcul du soutien organisationnel, gardez bien en tête que vous renseignez des activités et non des financements, et que l'enveloppe que vous recevrez servira à couvrir l'ensemble de ces activités. Question suivante. Faut-il demander à nos partenaires d'accueil de fournir des pièces justificatives pour les mobilités de groupes d'élèves? La réponse est non. Vous n'avez à ce stade de demande de financement aucun document à fournir de la part de vos partenaires d'accueil. Une question maintenant spécifique aux mobilités de groupes d'élèves, particulièrement sur les activités à prévoir pendant le séjour. Est-ce qu'il y a une obligation ou non de participer à tous les cours de la semaine chez le partenaire européen, etc. Il faut garder en tête l'objectif de l'activité qui est la rencontre entre pairs.
Les activités, quelles qu'elles soient, doivent réunir au maximum les élèves des classes partenaires, au moins de 2 pays, voire plus si un établissement accueille plusieurs partenaires en même temps. Ces activités doivent être encadrées par des accompagnateurs sur toute la durée du séjour, avec les AESH qui peuvent faire partie des accompagnateurs. Ensuite, les activités sont à la discrétion du programme que vous aurez établi avec votre partenaire d'accueil en fonction des objectifs et la thématique de votre projet. Une partie des activités doit bien sûr se passer dans l'établissement où vous vous rendez, mais il est possible d'organiser d'autres visites, par exemple, tant que ces activités mêlent les élèves des 2 structures pour favoriser les échanges entre pairs. Alors, passons maintenant aux activités pour les personnels. Donc, un rappel également des types d'activités possibles pour les personnels. Vous les avez ici à l'écran. L'observation en situation de travail, durée de 2 à 60 jours sur place. La mission d'enseignement pour une durée de 2 jours qui peut aller jusqu'à 1 an. Et les cours et formations qui ont sur des durées qui vont de 2 à 30 jours. Donc, on nous a posé des questions sur les différents personnels éligibles. Donc, une première question ici sur les assistants de langue. Est-ce qu'ils peuvent participer aux mobilités? Donc, oui, bien sûr, ils sont éligibles. En effet, tous les personnels qui interviennent dans l'établissement, même si ce n'est pas à temps plein ou ce n'est pas sur l'ensemble de l'année scolaire, ils sont tous éligibles. Il suffira de prouver le lien de rattachement entre le personnel et la structure. Donc, en produisant le contrat, la lettre de mission, l'arrêté de nomination ici, dans le cas des assistants de langue. Une autre question, donc nous avons des enseignants de l'école voisine avec lesquels nous avons des liens très forts. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier des mobilités de notre projet, donc sur l'accréditation de l'autre établissement scolaire? Donc, la réponse est non. Votre demande ne doit concerner que des personnels et apprenants de votre établissement. Vous pouvez toutefois les inviter à déposer leur propre projet de mobilité de courte durée, si vous voulez partir, pourquoi pas ensemble. Et la collaboration, si elle est amenée à durer avec cet établissement, on peut vous conseiller de faire une demande d'accréditation en consortium pour la suite. Ensuite, nouvelle question, peut-on cumuler lors de la même mobilité 2 types d'activités pour le même personnel? La réponse est oui. Un exemple, sur un même déplacement dans un pays européen, suivre 3 jours de cours et observer des pratiques dans un établissement dans la même ville pendant 2 jours. Pour ce faire, il vous faudra déclarer une seule activité de mobilité en choisissant l'activité principale et en indiquant la durée totale de ces 2 activités réunies. Si le cours, maintenant, le cours est suivi et gratuit, comment faut-il le déclarer? Alors, comme une activité, déjà, cours et formation. Par contre, il faudra saisir ceci dans le formulaire, mais vous aurez par défaut le forfait de 80 € journalier. Il faudra donc par la suite déclarer auprès de l'agence et de votre chargé de projet cette information pour qu'il vous indique la procédure à suivre. Alors, comment choisir un prestataire pour les cours structurés? Alors, il n'y a pas de prestataire spécifique que l'on peut vous conseiller. Effectivement, le catalogue est important sur School Education Gateway. Sachez que la commission met à disposition une procédure de qualité pour vous aider à faire un choix parmi la liste des possibles. Voilà, donc malheureusement, nous ne pouvons pas vous aiguiller davantage. Autre question, comment envisager l'activité enseignée dans un établissement européen partenaire? Donc là, c'est à convenir avec les autorités hiérarchiques. Effectivement, c'est une activité qui est très peu demandée dans les projets Erasmus. Vous comprenez bien qu'en termes de logistique, en termes de placement, de remplacement, de positionnement en tant que fonctionnaire, cela peut poser problème. Donc, nous vous invitons vivement à prendre part de ce sujet avec vos autorités hiérarchiques, que ce soit votre direction d'établissement ou bien vos inspecteurs, la DRH et la cellule mobilité de votre rectorat pour mener à bien ce projet, évidemment en amont de la demande de l'activité dans votre projet Erasmus. Alors, on va poursuivre après les activités dédiées aux élèves et au personnel. On va aborder maintenant les autres activités qu'il est possible de mener dans ces projets de mobilité accrédités.
Donc, tout d'abord, vous nous avez demandé quelle différence il existait entre l'activité expert invité et l'activité accueil d'enseignants et d'éducateurs en cours de formation. Donc, la première, tout d'abord. Donc, l'activité expert invité fait référence à la venue au sein de votre établissement d'un expert qui peut être donc un professionnel, donc tout professionnel pertinent, un formateur, un artiste, un chercheur, un homme politique. Et donc, l'objectif vraiment, c'est que cet expert vienne dispenser aux équipes et aux élèves une formation, donc apporter son expertise ou montrer une méthode pour améliorer l'enseignement, la formation et l'apprentissage. Donc, cette activité, elle peut durer, sa durée peut aller de 2 jours à 60 jours. Et le coordinateur français qui fait la demande recevra la subvention pour prendre en charge la venue de cet expert. Donc, le soutien organisationnel, c'est-à-dire 100 € pour l'organisation, plus le forfait pour payer le voyage et les frais de séjour de l'expert. Donc, on passe maintenant à l'autre activité, accueil d'enseignants en cours de formation. Donc, cette activité ne concerne que le personnel enseignant qui est vraiment en cours de formation et qui viendrait dans votre établissement pour se former, pour compléter sa formation par un séjour. Et donc, ce séjour peut durer de 10 jours à 1 année. Dans ce cas, l'établissement d'accueil ne reçoit que le soutien organisationnel, c'est-à-dire 100 €, et c'est à l'établissement d'envoi de l'enseignant en formation de prendre en charge ses frais de voyage et ses frais de séjour. Alors, passons maintenant aux questions sur les visites préparatoires. Alors, comment faire la demande d'une visite préparatoire? Tout simplement, il faut qu'elle soit rattachée à une activité prévue pour les élèves. Alors, dans le formulaire de candidature, lorsque vous déclarez le type d'activité, le nombre de participants, la durée de mobilité, les accompagnateurs, vous pouvez également, au bout de la ligne, indiquer le nombre de participants qui prendront part à une visite préparatoire. Comme indiqué dans le guide du programme, page 105, vous pouvez prévoir, si c'est nécessaire, de penser des visites préparatoires chez vos partenaires d'accueil avant que l'activité de mobilité avec vos élèves n'ait lieu. Les visites préparatoires ne constituent pas une activité à part entière, mais c'est un dispositif de soutien à la mobilité du personnel ou des apprenants. Chaque visite préparatoire doit être dûment motivée à l'agence et servir à améliorer le caractère inclusif, la portée et la qualité des activités de mobilité. Alors, on vient justement sur la question suivante. À quoi servent-elles? Peuvent-elles servir à trouver de nouveaux partenaires? Il faut que vous gardiez en tête qu'elles doivent assurer le caractère inclusif et la qualité des mobilités. Voilà, les visites préparatoires, en somme, ne peuvent pas servir à préparer un cours ou une activité de formation pour le personnel. C'est vraiment dédié à la réussite de la mobilité future de vos élèves. Alors, une autre question concernant les accompagnateurs. Faut-il prévoir des accompagnateurs pour les mobilités de courte ou de longue durée? Alors non, elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont possibles si cela est justifié. Vous pouvez les demander pour des mobilités individuelles courtes ou longues, mais contrairement aux mobilités de groupe d'élèves, les accompagnateurs ne sont pas obligatoires. Il suffit d'indiquer le nombre d'accompagnateurs total par type de mobilité. Les accompagnateurs encadrent les activités et accompagnent les participants lors des mobilités. Alors là, c'était le complément de la question numéro 2 qui était: quelle activité saisir pour les accompagnateurs? Doivent-ils participer eux-mêmes à une activité? Donc non. Alors, on poursuit sur les accompagnateurs. Donc, y a-t-il un ratio, un nombre d'accompagnateurs type par rapport au nombre de participants? Donc, sachez que non, il n'existe pas sur ce point de recommandation dans le guide Erasmus, mais on vous invite bien entendu à effectuer une demande qui soit réaliste et proportionnelle et qui permette de garantir la sécurité de tous les participants. Ensuite, une autre question, est-il possible de demander des accompagnateurs pour la mobilité des personnels? Donc, il est possible de le faire, mais bien sûr, selon certains cas, c'est-à-dire si les personnels qui partent sont des personnels qui sont en situation de handicap ou qui souffrent d'une affection longue durée. Et enfin, on nous demande comment sera calculé le forfait pour les accompagnateurs. Donc, sachez que le forfait pour les accompagnateurs est le même que le forfait pour les personnels. Donc, même soutien, même frais de voyage, même soutien sur place, soutien individuel.
Donc, on poursuit maintenant sur les financements spécifiques, c'est-à-dire donc le soutien inclusion et ce que l'on appelle le Green Travel. Merci Agnès. Alors, vous l'avez compris, l'inclusion est une priorité phare du programme Erasmus+ 2021-2027. Cette priorité vise à amplifier la participation des personnes les plus fragiles et les plus éloignées de la mobilité. Pour promouvoir l'égalité des chances et d'accès, ces incitations se déclinent en 3 niveaux interdépendants. Cela fait écho à la question que nous avions eue, c'était de clarifier les publics prioritaires et les publics pouvant bénéficier du forfait inclusion. Donc, comme je viens de le dire, cette réponse se décline en 3 niveaux. Tout d'abord, il faut comprendre qu'au niveau européen, dans le guide du programme, vous verrez que ces publics ayant moins d'opportunités sont ciblés par rapport aux 8 obstacles faisant donc un problème concernant l'égalité des chances et d'accès. Ces 8 obstacles sont le handicap, les problèmes de santé, les obstacles liés au système d'éducation et de formation, les différences culturelles, les obstacles sociaux, économiques, liés à la discrimination ou bien géographiques. Alors, petite précision, faire partie de ces publics ayant moins d'opportunités permet déjà, nous l'avons dit en introduction, de réduire les durées de mobilité à 2 jours pour ces personnes. Évidemment, comme il s'agit d'une priorité phare du programme, votre candidature se verra valorisée au moment de l'évaluation si votre projet cible particulièrement ces personnes ayant moins d'opportunités. Mais pas seulement, au niveau français, donc pour faciliter la participation de ces publics cibles qu'on appelle prioritaires, donc il est prévu un complément financier forfaitaire que l'on appelle inclusion de 100 €. Et pour ce faire, donc, le BON du 22 avril 2021 précise donc, les publics français qui relèvent donc, des publics ayant moins d'opportunités. Donc, vous le voyez à l'écran, donc nous le reverrons juste après pour la déclinaison des catégories. Donc, un forfait inclusion de 100 € pour ces catégories d'individus en France au niveau national. Également, parmi ces catégories de personnes, un complément financier sur la base de frais réels sera prioritairement versé en lien avec une situation de handicap ou d'affection de longue durée, afin que la mobilité des personnes les plus fragiles puisse avoir lieu. Ce forfait, ce complément financier sera accordé sur demande à l'agence au moment de la candidature ou bien en cours de projet. Alors, voyons plus en détail les compléments financiers forfaitaires inclusion dont je viens de parler. Donc, au niveau français, vous les voyez à l'écran, donc handicap, ALD, habitants en zone de revitalisation rurale, les quartiers prioritaires de la ville, les boursiers, les quotients familiaux CAF inférieurs à 551 €, les demandeurs d'emploi de catégorie A, ou bien les individus inscrits dans un dispositif spécifique. Vous les retrouverez dans nos webinaires Prêt pour Erasmus pour avoir les détails, si vous le souhaitez, ainsi que dans le BON. Alors, on poursuit. Donc, on nous a demandé à quoi servait le soutien inclusion de 100 € et quelles dépenses étaient éligibles. Est-ce qu'on pouvait donner des exemples? Donc, sachez que ce forfait ne vise pas une dépense en particulier. Il est versé à la structure pour encourager et pour faciliter la participation des publics ayant moins d'opportunités. Ensuite, on nous a demandé à quoi fait référence le critère décrochage scolaire. Peut-il s'agir de dispositifs internes à la structure? Donc non, il s'agit vraiment de dispositifs qui sont définis par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, dans les établissements secondaires, le décrochage scolaire fait l'objet d'un processus officiel via des groupes de prévention de décrochage scolaire. Donc, vous retrouvez la liste sur Eduscol. Vous retrouvez la liste des dispositifs qui sont concernés. Sachez bien que ce sont les jeunes repérés par ces instances et inscrits dans ces dispositifs qui sont considérés officiellement en décrochage scolaire. Ensuite, une question. Donc, il est difficile de prévoir dès maintenant le nombre exact de participants par rapport à ceux qui relèveront des critères pour obtenir le soutien inclusion. Est-ce qu'il sera possible d'apporter des modifications à la rentrée? Donc, nous, ce que l'on vous conseille, c'est d'estimer au plus proche, de faire une estimation vraiment au plus proche de ce que vous pensez au moment de la candidature en fonction des caractéristiques de votre établissement. Il sera effectivement plus simple de demander un avenant par la suite pour réduire les forfaits inclusion trop perçus
que de solliciter une demande de forfait inclusion en cours de projet. Alors, nous avons reçu également des questions concernant les transports éco-responsables ou green travel. Pardon. Alors, quels modes de transport sont considérés comme éco-responsables? Alors là, il s'agit des transports train, covoiturage, bus. La deuxième question concerne la part du voyage qui doit être faite avec ces modes de transport pour être considéré comme transport vert. Vous nous avez demandé, par exemple, si un trajet qui emploie du train et de l'avion sur un même voyage ou un trajet qui emploie l'avion à l'aller et le train au retour était éligible. Nous n'avons pas à ce jour les documents contractuels qui préciseront ces informations, mais l'agence suppose qu'il doit bien s'agir du mode principal de voyage pour l'aller et le retour entre la France et le pays de destination et qui doit être fait donc avec ces modes de transport pour rentrer dans le cadre du Green Travel. Nous rappelons aussi comment fonctionnent les 4 jours de voyage pour le Green Travel. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 jours de voyage si vous optez pour un voyage écologique. Donc, comment faire donc, le voyage de l'organisme d'envoi à celui d'accueil sera pris en compte et non les déplacements sur place. Si vous vous rendez de Lyon à Berlin en avion, mais que vous circulez en bus ou à pied sur place, ça ne compte pas comme du voyage vert, par exemple. Ce voyage vert vous permet de bénéficier d'un forfait de voyage majoré et ces forfaits majorés, vous pourrez les retrouver page 112 du guide en français. Enfin, vous l'avez compris, ce voyage vous offre la possibilité, si nécessaire, donc de bénéficier de jours supplémentaires de voyage s'ils sont plus longs. Rappelons la règle normale qui est de financer 2 jours maximum, un jour d'approche avant et un jour d'approche après. En plus, si le participant utilise un mode de transport à faible émission de carbone, l'organisme pourra se faire financer 4 jours supplémentaires, donc 6 jours au total, soit un financement organisationnel et de soutien individuel sur ces 6 jours aussi qui seront prévus. Vous n'avez pas à saisir les jours de voyage sur la demande de financement, très important. Le fait de cocher Green Travel vous ouvrira automatiquement le droit d'en bénéficier si nécessaire et si cela vous correspond. Alors, un petit erratum, Noémie, là-dessus. En fait, il faudra bien, inclure les jours de voyage dans la durée totale des activités. Ça, c'était spécifiquement plutôt sur le cas 122, sur l'action clé, sur les projets de mobilité de courte durée. Donc, il faut bien faut bien intégrer en fait les jours de voyage à la durée totale. Pardon. Alors, on poursuit avec la dernière partie de cette présentation. Donc, des questions diverses. Voilà, donc on nous a demandé comment saisir les durées des mobilités. Donc, dans le formulaire de projet accrédité que vous allez compléter, chaque type d'activité ne peut être choisi qu'une seule fois. Vous devez donc indiquer le nombre de mobilités totales que vous allez faire pour chaque type d'activité pour votre organisme ou pour chaque organisme de votre consortium. Et donc, n'oubliez pas ici d'ajouter les jours de voyage si vous le souhaitez. Donc, 2 jours pour chaque mobilité si besoin pour des transports classiques et jusqu'à 4 jours de plus si vous pensez utiliser des transports doux. Bon, bien sûr, il faut que ce soit justifié. Donc, si vous ne pensez mettre qu'un jour ou 2 pour arriver jusqu'à destination, demandez vraiment au plus juste. Donc, on prend un exemple. Un collège, par exemple, qui voudrait organiser pour l'année scolaire 2021-2022 3 mobilités différentes de groupes d'élèves avec 10 élèves chacune. On imagine que ces élèves partiront à chaque fois 5 jours. Eh bien, il faudra choisir l'activité mobilité de groupe d'élèves, inscrire un total de 30 élèves, c'est-à-dire donc les 10 élèves pour les 3 mobilités, et un total de 150 jours en tout pour ce qui est de la durée ou les jours de voyage supplémentaires si vous en avez besoin. À côté de la durée totale, donc le formulaire calcule la durée moyenne de l'activité. Ça, c'est une des questions qu'on nous a posées également. Et donc, idem pour les accompagnateurs, c'est vous entrez le nombre d'accompagnateurs et le nombre de jours total de tous ces accompagnateurs sur toutes les mobilités qui vont avoir lieu. Alors, nous avons également reçu des questions concernant la mobilité hybride. Alors, qu'est-ce qu'une mobilité hybride? Comme vous le savez, il est possible et encouragé pour toutes les activités de mobilité prévues dans un projet
de compléter la mobilité physique par une composante numérique en organisant par exemple des activités à distance avec vos élèves et d'autres classes européennes. C'est ce qu'on appelle une mobilité hybride. Pour le secteur scolaire, vous êtes bien sûr encouragé à utiliser la plateforme eTwinning pour poursuivre la coopération entre classes au-delà de la mobilité physique. Nous vous invitons à suivre la formation sur l'utilisation d'eTwinning dans un projet Erasmus+, qui est disponible sur le site eTwinning. Et pour renseigner qu'une activité prévue, puisque c'était la question suivante, comment indiquer une mobilité hybride dans le formulaire. Donc, pour renseigner ce type d'activité prévue, et que donc, vous combinerez des activités de mobilité physique à des mobilités virtuelles, il faut simplement cocher dans le formulaire la case Erasmus numérique sur la mobilité correspondante. Pour rappel, la partie virtuelle de la mobilité ne doit pas être incluse dans la durée de la mobilité puisqu'elle ne déclenche pas de financement sur place. Alors, autre question, mon organisme a prévu des mobilités tous les ans. Dois-je formuler une demande de financement chaque année? Une même demande de financement peut-elle courir sur 2 années scolaires? Alors là, c'est à adapter en fonction de vos besoins. Il est possible effectivement de faire chevaucher 2 années scolaires. Alors, libre à vous de demander chaque année des financements, sachant que la durée de réalisation des activités court sur 15 mois, donc sur 2 années scolaires. Au bout de 12 mois, si vous souhaitez prolonger, vous pouvez en faire une demande à l'agence et vous pourrez aller ainsi jusqu'à 24 mois de projet. Vous pourrez ainsi avoir 2 conventions aussi de subvention en même temps et il est possible aussi, précisons-le, de ne pas demander de financement chaque année à l'appel à proposition. Alors, on poursuit. Peut-on démarrer les activités des personnels durant les vacances d'été 2021 ? Eh bien, sachez que ces projets accrédités, donc les conventions vont démarrer au 1er septembre 2021. Donc, la période d'été n'est pas couverte cette année par votre convention. Donc, surtout, ne pas faire les activités durant les vacances d'été car elles ne seront pas financées puisqu'elles seront hors convention. Par contre, si je peux rajouter, les enseignants pourront partir l'été prochain, en été 2022, puisque ça fera partie de votre durée de vie de votre projet. Oui, puisque la convention dure 15 mois. Tout à fait, Noémie. Merci. Alors, on poursuit. Est-il conseillé de mettre en annexe un récapitulatif des destinations prévues? Donc, non, hein, vous n'avez pas besoin de joindre en annexe de récapitulatif des pays dans lesquels vos mobilités auront lieu. Ensuite, qu'est-ce que la formation obligatoire de pré-départ? Donc, cette formation, elle existait déjà sur le programme actuel et elle est dispensée en fait aux élèves qui partent en mobilité longue, c'est-à-dire à ceux qui vont suivre une partie de leur scolarité dans un autre établissement scolaire européen, donc une mobilité supérieure à 30 jours qui peut aller jusqu'à 1 an. Ce n'est pas une nouveauté, hein, je vous l'ai dit, c'était déjà le cas dans le programme précédent. Et cette formation a pour objectif de préparer les élèves à leur départ pour que leur mobilité puisse se passer au mieux et être vraiment une mobilité de qualité. Alors, question suivante, qui doit signer la déclaration sur l'honneur pour mon école? Donc là, c'était une question de directrice d'école. Alors, il y a 3 possibilités, donc la collectivité territoriale, l'OCCE ou l'UCEP. En effet, l'école n'est pas un établissement public au sens juridique du terme. Elle n'a pas de personnalité juridique propre et ne dispose d'aucune autonomie financière. Donc, pour les écoles publiques, plusieurs solutions sont envisageables, comme vous le voyez à l'écran. Donc, la gestion directe par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale, la gestion par l'Office central de la coopération à l'école départementale, l'OCCE, ou bien la gestion par l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, l'UCEP, sous condition qu'il y ait une dimension éducative dans les statuts pour l'UCEP. Vous devez donc faire un choix et solliciter l'une ou l'autre de ces structures afin d'obtenir leur accord pour devenir votre gestionnaire de fonds. Une fois choisi, il deviendra le responsable légal de votre projet Erasmus. Il aura la responsabilité des fonds et de vous soumettre ses propres règles de gestion afin de respecter ses procédures internes et de garantir la gestion correcte des fonds dont il prendra la responsabilité pour vous. Alors, on poursuit. On nous avait demandé un peu plus d'informations sur OLS. Donc, c'est la plateforme européenne de soutien linguistique en ligne. Sachez que pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ce que l'on vous a communiqué dans le webinaire.
Enfin, une question sur quel statut pour un lycée français à l'étranger. Donc, on a fait la demande auprès de la Commission européenne et on a reçu là juste à l'instant la réponse. Donc, un lycée français à l'étranger devra avoir un code OID français. Il est considéré comme français et il pourra être membre d'un consortium français. Voilà, donc nous arrivons à… Pardon, vas-y Agnès. Donc, juste en conclusion, quelques documents qui sont sur le site Mon Projet Erasmus pour vous aider. Le guide du programme que vous avez déjà dû lire et relire, qui est disponible en français. Donc, la note de service qui est sortie, hein, le nouveau BON, donc en date du 22 avril. Et donc, le guide d'aide à la complétion du formulaire que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez également sur Mon Projet Erasmus le guide d'aide à la création du code OID si besoin. Et sachez qu'une FAQ est en cours de construction et qu'elle sera bientôt disponible sur Mon Projet Erasmus+. Et on va venir l'alimenter au fur et à mesure dès qu'on recevra toutes les réponses aux questions qui restent encore en suspens. Donc, merci à tous. Sachez que si on n'a pas répondu à toutes les questions, voilà, il y a notre adresse sectorielle qui est là à l'écran, promotion.scolaire@agence-erasmus.fr. Noémie, un petit mot? Merci de votre attention et puis bon courage pour la complétion de vos candidatures. Merci à tous.